Très bon réveil à vous dans vos maisons et puis très bonne fête de Mauloud à toute la communauté musulmane du Bénin. Eh bien, vous le savez, la mouvance présidentielle est déjà mobilisée derrière son candidat depuis la nouvelle de désignation. C'est le sentiment qui se dégage des premières réactions des grandes formations politiques de la mouvance. Et dans le débat de ce matin, le candidat de la mouvance est connu. Qu'en est-il de l'opposition? C'est la question qui sera posée à nos débatteurs. Je serai aussi avec un acteur politique de la mouvance qui nous vient du département du Borgou. Il est notre invité ce matin. Appréciation et impact sur la vision des jeunes de la désignation de Romuald Wadaï. On en parle dans un instant avec Iran Lola, Elik Bedi. À l'international, ces images ne vous ont peut-être pas échappé. Le grand défilé hors norme de la Chine pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Bien entendu, la Chine de Xi Jinping a émerveillé le monde entier par cette démonstration de force qui n'est pas du goût de la Maison Blanche. Eh bien, mais derrière cette grande célébration, quelle contribution la Chine apporte à la paix dans le monde? Pour en parler, je serai avec Heribert Labelle Elisa Djovi, consultant en relations internationales et président du groupe de réflexion de Sion pour la coopération et le développement sino-africain. Vous le savez, vous serez aussi avec Florence Bossa quand il sonnera à 8h20 dans Actu sur le net. Nous ferons le point de vos commentaires et avis sur les grands sujets de la semaine tels que vous les avez et publiés sur les réseaux sociaux. À nouveau bonjour, vous êtes dans la matinale sur Canal 3 Télévision, bien la matinale qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. On va retrouver sans transition Ingrid Dider pour le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, troisième et dernier jour du séminaire sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. Plus de 400 délégués issus des différentes communautés religieuses du Bénin échangent depuis mardi autour des actions pouvant préserver la paix et la cohésion nationale durant les élections générales de 2026. Image à suivre dans un instant. Ensuite, les femmes du Septentrion résidant à Cotonou se réjouissent de la désignation du ministre Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026. Sur invitation de Rafiatou Karim alias Miss Talon, elles ont déclaré le soutien à la candidature de l'actuel ministre d'État des Finances, de l'économie et des Finances, Romuald Wadaï, pour la prochaine présidentielle. Ingrid, bonjour. Oui, Eric, bonjour et bien bonjour à tous. Le cadre de concertation des confessions religieuses organise depuis ce mardi un séminaire sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. Oui, Eric, l'objectif de cette rencontre qui a réuni plusieurs représentants des confessions religieuses est de réfléchir aux stratégies pouvant préserver la paix et la cohésion nationale durant les élections générales de 2026. Les travaux de ce séminaire qui s'achèvent ce jour ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le point avec Oulia Sanoussi et Jocelyn Bariga. Plus de 400 délégués représentant l'ensemble des confessions religieuses du Bénin participent à ce séminaire atelier qui se déroule ici à Cotonou. La rencontre est initiée par le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». Nous avons la grâce d'écrire positivement une nouvelle histoire de notre pays en travaillant pour la paix et l'enracinement de la démocratie. Les acteurs des confessions religieuses ont décidé de poser les bases des élections générales apaisées et inclusives. C'est l'objectif de ces assises qui me font penser, toute modestie gardée, à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Le Bénin s'apprête à aborder en 2026 des élections générales appelées à parachever la réforme du système partisan et à renforcer la stabilité du pays. La crédibilité des élections est un élément essentiel de la démocratie et c'est surtout dans ce contexte
que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. C'est une première dans l'histoire de notre pays et un signe éloquent de l'engagement collectif pour l'avenir de notre démocratie. Ce séminaire a pour objectif d'identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections. Il vise également à déterminer comment vous, les confessions religieuses, pouvez contribuer efficacement à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Les confessions religieuses sont des acteurs importants dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin. C'est pour cela que le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, soutient pleinement cette initiative du CCCR. Les ateliers thématiques que vous animerez durant ces 3 jours sont d'une pertinence capitale. Je formule le vœu que les travaux de ces assises soient fructueux. Le vœu du ministre en charge des cultes est que les réflexions débouchent sur des stratégies et actions concrètes et durables pour engager durablement les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Bénin. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, était également présent au lancement du séminaire du cadre de concertation des confessions religieuses. On l'écoute à ce sujet. Le cadre de concertation des confessions religieuses a fait l'option donc de participer à l'enracinement donc de la paix dans notre pays, surtout en période électorale. À ma qualité donc de ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, c'est normal que j'y sois. Je n'étais pas seul, je ne suis pas seul. Je suis arrivé avec le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des cultes. Vous savez bien qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avons aussi la charge donc, des relations avec les institutions. Et les confessions religieuses étant considérées comme une institution, il est normal quand même qu'on y soit. L'initiative est à louer parce que au niveau du gouvernement, tout ce qui parle et participe de la paix est bienvenu. C'est pour cela que le gouvernement a accompagné. Vous avez entendu le pasteur Aloko le dire, que le gouvernement les a accompagnés. Ma présence n'est pas une présence non justifiée, mais je reste avec tous les participants jusqu'à la fin. Le choix de Wadayi est un choix consensuel et logique. C'est en ces thèmes que le professeur Adrien Akani, maître de conférences des universités françaises et consultant international en économie de développement, apprécie la désignation de l'actuel ministre d'État des Finances comme le candidat de la majorité présidentielle. Selon ce dernier, Romuald Wadayi est le meilleur profil pour incarner la continuité de la gouvernance économique. On l'écoute. D'abord, c'est un choix consensuel, puisque les 2 principaux partis ont cautionné. Et puis, je dirais aussi que c'est un choix logique qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce qu'a fait le régime Talon. Pourquoi continuité? Vous savez, ce qui fait la marque principale de ce régime, c'est la gouvernance économique. Le bras opérationnel de cette gouvernance économique, c'est bien le ministre, en tout cas le ministère des Finances et en l'occurrence son ministre. Donc en matière de gouvernance économique, on peut retenir l'efficacité de l'économie depuis 2016. Il y a des données qui l'attestent. On a 6%, si on enlève la parenthèse Covid, où on est tombé à 3%, et encore, les 3%, on est au-dessus des autres pays limitrophes. Et donc, on est resté sur une tendance de 6% jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une performance. L'autre performance, c'est qu'on a une crédibilité internationale. Si le Bénin demande 100 aujourd'hui à emprunter, mais on lui propose 700, 800. Donc, ça signifie que la gouvernance qui est menée est appréciée. Et autre chose qu'il faut noter, l'endettement. J'entends certains critiquer le niveau d'endettement du pays, d'abord en termes de taux, de critères fixés par l'UEMOA. On ne doit pas dépasser 70% du PIB.
ça va être de la richesse créée. Aujourd'hui, on est à 53%. Et puis, pour moi, pour un pays en développement, le financement extérieur est nécessaire. Ce n'est pas le niveau du financement qui est important, c'est la manière dont vous utilisez le financement. Or, on constate avec ce gouvernement qu'il y a une intelligence dans l'utilisation du financement, ce qu'ils appellent le profilage. Le profilage, c'est quoi? Vous vous endettez à des conditions très dures à un moment donné, et à un autre moment, vous vous endettez à des conditions plus favorables, mais vous allez prendre une partie de ce financement pour rembourser une partie du financement plus dur. Donc voilà, c'est une intelligence dans l'utilisation de l'aide, enfin du financement extérieur. Et quels sont donc les défis auxquels Romuald Wadayi doit s'atteler au cas où il devenait président de la République en 2026? Dans ses analyses, le professeur Adrien Akani évoque la transformation des ressources locales, l'innovation, le tourisme et le social. Suivant. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime Talon a posé des fondamentaux de l'économie. Vous avez Glodigué, vous avez la transition numérique, vous avez le tourisme. Je ne cite que ces trois pôles-là. Alors il y a une connexion, une synergie entre ces trois pôles-là. Et ce sera le défi, bien évidemment, de M. Wadayi, c'est de pouvoir transformer ces trois pôles en triangle de croissance. Et là, on va créer de l'emploi en masse. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est d'avoir un taux de croissance supérieur à ce qu'a fait le régime Talon. Donc il faut un taux de croissance à 2 chiffres pour résoudre le problème de la pauvreté. Là aussi, contrairement à la décennie précédente, on a créé des pauvres. Par rapport à cette décennie, on a au contraire diminué des pauvres. La raison est très simple. Quand vous avez un taux de croissance de 3% la décennie antérieure et que vous avez un taux de croissance à 6%, ça permet à ceux qui n'avaient pas d'emploi d'avoir d'emploi, etc. Bon, il y a une logique implacable. Alors l'autre défi, c'est la formation technique et professionnelle. Et je suis heureux d'entendre le président dire la dernière fois que sa frustration, c'est de ne pas pouvoir créer les lycées techniques. Donc ça, il faut mettre en place ces lycées techniques-là. Parce que le problème du Bénin, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Et tous les projets qui sont lancés, le constat est fait que là où on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on ne l'est pas. Vous prenez les fibres optiques par exemple, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée du Ghana, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est un grand défi qu'il faut mettre. Et le dernier défi, c'est le modèle social. Il y a 2 urgences. Et là, j'emprunte au professeur Diogbenou son expression de dire qu'il y a une demande d'urgence de justice sociale et il y a une demande constante de justice sociale. Donc, ce qu'a fait le régime Talon, on a essayé de répondre à l'urgence de demande sociale. Maintenant, il va falloir construire le social. Il faut institutionnaliser la politique sociale. Et donc, c'est là, en ce moment-là, qu'on peut apporter une réponse à la demande constante de justice sociale. Et donc, on a une croissance qui est élevée. Il faut que cette croissance soit inclusive. Et donc, il faut créer les conditions de réponse à une demande constante de justice sociale. Voilà. Les présidentes des différentes sections des femmes du Septentrion résidant à Cotonou se sont rassemblées mardi dernier sur invitation de Miss Talon à l'état civil Rafiatou Karim. Objectif, déclarer leur soutien à la candidature de l'actuel ministre d'État des Finances, Romuald Wadayi, pour la prochaine présidentielle. Esther Toufa et Deumpevi pour les précisions. Leur mobilisation est forte derrière le candidat Romuald Wadayi. Les femmes du Septentrion résidant à Cotonou ont au fait de manifester leur soutien au candidat unique de la mouvance à la succession de Patrice Talon. Rassemblées derrière leur leader Rafiatou Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talon, elles ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour ce choix. Les femmes se sont réunies aujourd'hui pour dire merci à notre cher papa, notre cher président, notre mari, notre grand frère, notre Agbono de Agbono, pour lui dire merci pour le choix
qu'il a fait pour nous, les femmes, et pour la jeunesse. Selon ces Amazones de la rupture, la sagesse et l'humilité des présidents des deux blocs de la mouvance présidentielle est également à saluer. Remercier le président Aboulaye Biotchane, qui est le président du bloc républicain, sans oublier le président Agbono, le président de IPR, Joseph Djogbenou. Parce que M. Joseph Djogbenou est encore très jeune. Il pouvait dire qu'il va aux élections. Mais pourtant, il a accepté le candidat que le chef de l'État nous a choisi. C'est tout ça là qui nous a motivés pour leur dire merci. Ce geste de soutien va se répéter avec les femmes du Nord, résidant à Calabi, Akpakpa, Semekoji et Porto Novo. La lutte continue. On va travailler la main dans la main. Session d'information. On se retrouve donc demain pour partager le reste de l'actualité, Eric. Merci à vous, Ingrid, pour la présentation de ce bulletin d'information. Nous allons évoluer, retrouver Candide Rongointo dans la rubrique sport. Candide qui a aussi un invité pour nous dans sa rubrique, Monsieur Pamphile Mewanou. Il est donc coordonnateur justement au ministère des Sports. Ils vont évoquer ce sujet, la première édition de la Ligue nationale scolaire, une compétition qui s'inscrit dans la continuité du championnat scolaire. On va retrouver Candide et les informations sportives dans un instant. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mondial ANIP, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est ANIP BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FID, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet. On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP BJ et lance la vérification de ton CIP. Ah, ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP BJ. ANIP BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales.
Ma femme. Non. Allez, je peux le faire ici. Tu vas faire ça où? Ici. Non. Ici, laissez-moi. Non. Mais tirez mes coups d'ail. Tu as vu? Vous aviez raison. N'est-ce pas? Oui. Accoucher dans un centre de santé, c'est bénéficier de l'assistance d'un personnel qualifié pour un accouchement sûr et hygiénique. Mesdames et messieurs, pour voter aux différentes élections législatives, municipales et présidentielles en 2026, veuillez consulter dès à présent votre présence sur la liste électorale informatisée provisoire ou faites une demande de transfert dans le centre de vote de votre choix. Moi, j'ai voté aux élections législatives de 2023 ici même au quartier à Calavi. J'espère que mon centre de vote n'a pas changé. Papa, pour avoir le cœur net, il faut toujours consulter son centre de vote. Mais comment? Tu peux utiliser l'application mobile ANIP.BJ ou sur le site e-service.anip.bj. Okay. Voyons voir avec l'application mobile ANIP.BJ. Pour consulter son centre de vote, ouvrez l'application ANIP.BJ sur votre téléphone. Cliquez sur CV pour centre de vote en bas de l'écran. Sélectionnez Consulter mon centre. Saisissez votre NPI. Entrez votre numéro de téléphone enregistré, précédé du 01. Renseignez le code de vérification reçu par SMS. Cliquez ensuite sur « Consulter mon centre de vote ». Votre centre de vote s'affichera à l'écran. Wow. En moins d'1 minute, j'ai vérifié mon centre de vote. C'est incroyable. Et toi, le 10 janvier 2026, tu auras tes 18 ans. Tu pourras même voter le 11. Mais où? Papa, c'est très simple. Ah bon? Comme c'est la première fois que je vais voter, mon centre de vote est rattaché à l'adresse que j'ai déclarée. Je vais quand même vérifier pour m'en assurer. C'est mieux. Voilà, c'est parfait. Je vote à Calavi Centre. Comment je vais faire pour voter moi, alors que d'habitude je vote à Calavi? Tout le mois de janvier, je serai au village à Glasgow. Maman, t'inquiète pas. Puisque tu pars au village ce week-end, profite-en pour faire ta déclaration de résidence chez le chef de village. J'ai déjà une déclaration de résidence ici. Aucun problème, maman. On peut déclarer gratuitement 2 résidences, une principale et une secondaire. Et ensuite, tu peux transférer ton centre de vote entre les deux très facilement sur ANIP.BJ ou e-service.anip.bj. Et nous qui n'avons pas de téléphone Android ou le téléphone avec pomme là, comment on va faire? Mais pas de souci. L'ANIP a pensé à tout. Tu peux taper étoile 151 dièse sur ton téléphone et renseigner tes informations pour connaître ton centre de vote. Et si tu préfères, tu peux aussi te rendre au guichet ANIP, à la mairie, ils t'aideront. Je peux voter. Ce jour-là, je vais me saper pour aller choisir mon candidat. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP.BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Vous êtes dans le sport, Candide. Bonjour. Ce matin, vous êtes avec Pamphile Mewano, coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives au ministère des Sports. Mais avant, les informations sportives. C'est bien cela. On va démarrer ce matin par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il faut dire que le départ du Bénin intensifie les préparatifs en prélude aux 2 matchs en vue pour la sélection nationale. Ce mercredi, notre or et ses hommes ont tenu une nouvelle séance d'entraînement, une séance au cours de laquelle le groupe des 25 joueurs convoqués
était au complet pour peaufiner la préparation en vue déjà du premier match qui va se jouer demain vendredi face au Zimbabwe au stade Ebimpe de Côte d'Ivoire. Une rencontre au cours de laquelle les Guépards entendent jouer toutes les cartes, sinon les cartes à fond pour continuer par développer leur rêve d'aller pour la toute première fois à une Coupe du Monde. Quels sont les enjeux selon Sartune Alagbe, un gardien de la sélection nationale? La question lui a été faite. On est des compétiteurs et en tant que compétiteur, il faut y croire jusqu'au bout. Ça nous reste 4 matchs et les deux prochains matchs sont vraiment capitaux pour nous parce que c'est des matchs qu'on joue à domicile. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir prendre les 6 points. De toute façon, l'objectif n'a jamais changé, c'est de tout faire quand même pour goûter à cette Coupe du Monde aussi. On sait que on est dans un groupe vraiment élevé où il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria et aussi le Rwanda, il ne faut pas oublier. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On va essayer quand même de faire le maximum pour les 2 matchs prochains. Voilà, les Guépards en 90 minutes face aux Warriors du Zimbabwe. Pour aborder un match de 90 minutes, il faut 11 joueurs pour commencer la rencontre sur le terrain, dont 10 joueurs de champ et un gardien dans les buts. Actuellement au poste de dernier rempart en sélection nationale, Marcel Dondinou, qui est depuis plusieurs mois devenu le numéro 1 mais inactif depuis plusieurs semaines suite à son changement de club. Pendant ce temps, Sartune Alagbe, que vous avez écouté tout à l'heure, lui était relégué au second rang et maintenant il a retrouvé du temps de jeu en club. Bien entendu, on va écouter à nouveau Sartune Alagbe sur la question de la concurrence au poste en sélection nationale. Non, il y a toujours de concurrence à toutes les postes, c'est normal. On est tous là pour la nation, on est tous des compétiteurs et c'est normal qu'il y ait de concurrence. Une concurrence pas malsaine, concurrence où on se tire vers le haut chacun. Après la décision revient au coach de prendre le joueur possible qui va jouer dans le but. Sinon nous, on travaille ensemble, on bosse pour la nation. Et après le plus important c'est que la nation gagne, c'est que l'équipe nationale se porte bien et que tout le monde puisse tirer le bon côté de chacun. On va rester avec Sartune Alagbe pour en savoir un peu plus sur son actualité avant de revenir, bien entendu, aux éliminatoires du Mondial 2026. Le portier de 31 ans, après une saison plus ou moins fructueuse en Bulgarie, s'est trouvé un autre point de chute du côté de la France, où il évolue désormais en national. On l'écoute à ce propos. Moi j'essaie quand même de prendre du plaisir quand même, c'est le plus important. J'ai la chance quand même aujourd'hui de retourner à Niort, d'être avec la famille et ça permet quand même de me ressourcer, de jouer, d'avoir autant de jeux qu'il faut. Je suis toujours là, je continue à bosser. Le plus important pour moi c'est de jouer, après on verra la suite. Pour quelqu'un qui a déjà joué dans des divisions beaucoup plus crédibles et qui joue en division inférieure aujourd'hui, est-ce qu'il a encore l'ambition de remonter? Oui, j'ai que 31 ans et je continue de travailler pour pouvoir remonter. Et si je n'avais pas cette ambition, je pense que j'allais dire arrêter. C'est parce que dans un coin de ma tête, il y a toujours cette possibilité d'aller plus haut. Je suis un compétiteur, je continue de travailler, de bosser. Aujourd'hui, revenir plus bas pour pouvoir mieux sauter. C'est pour ça, je continue de travailler, de bosser, de prendre du plaisir, c'est le plus important. Et après, on verra la suite d'ici la fin de la saison. Parfois, il faut reculer pour pouvoir mieux se relancer dans la course. C'est ce qu'a fait Sartune Alagbe après une saison l'année passée en première division en Bulgarie. Il revient cette fois-ci en France où il évolue désormais en 5e division. En France, synonyme donc de National 2. On revient maintenant à l'actualité des éliminatoires. Le Bénin a 2 matchs cruciaux en vue, notamment demain face au Zimbabwe et mardi face au Lesotho, comptant pour les 7e et 8e journées. Pour ces 2 différentes confrontations en ligne de mire, les attentes vis-à-vis des Guépards sont diverses. Nous vous proposons celle de Jimmy Adjovi Boko, il est le conseiller technique, sinon le conseiller spécial du ministre des Sports. La confiance, la fierté de porter le maillot, l'ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde
sont ces mots-là qui doivent revenir et qui doivent résonner dans la tête de tous nos joueurs. On a tout un pays qui est derrière nos guépards, ils le savent. Je crois qu'ils nous ont jamais déçus sur l'envie. Depuis maintenant, je crois que depuis les matchs amicaux en France à Amiens contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on voit une équipe qui se donne, qui se bat, qui nous rend fiers. Les résultats ne sont pas toujours là parce que justement ce manque de compétition au plus haut niveau nous manquait. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, depuis le début de cette saison, les choses changent. Donc on espère voir, en plus de la volonté, voir la qualité sur le terrain. Voilà, ce sont là les attentes de Jimmy Adjoviboko, ancien footballeur, bien entendu, Béni Noir. On va boucler cette page réservée aux éliminatoires en vous notifiant que les Guépards du Bénin vont tenir leur séance de reconnaissance de pelouse ce jeudi en après-midi. Donc, une séance qui sera précédée de la conférence de presse d'avant-match du sélectionneur Guénotre qui sera accompagné ou non d'un joueur pour évoquer justement, pourquoi pas, les tactiques en cette veille de rencontre. On va maintenant s'intéresser à une autre discipline en cette matinée exceptionnelle. Nouveau Zamnouk d'une immersion en prélude au championnat national saison 2025 du sport dames avant justement de recevoir notre invité déjà installé. Ce jeu autrefois de distraction de toute personne dans nos quartiers et très prisé par des personnes d'un certain âge est aujourd'hui une discipline sportive qui a des instances au plan africain et même à l'international. La Fédération béninoise de jeux de dames organise dès demain vendredi l'édition 2025 des championnats nationaux qui vont s'étendre sur 3 jours. Découvrons ensemble le dossier du jour. À première vue, la petite idée que toute personne pourrait avoir de ce qui se passe ici, c'est qu'il s'agit du jeu de dames de distraction entre ces deux messieurs au cours d'un après-midi plutôt calme. Mais il est question ici du jeu de dames sportif. Les mouvements de main sur le damier et l'expression faciale de chacun autour de la table témoignent déjà d'une certaine rigueur et surtout d'un jeu plutôt encadré. Donc c'est des joueurs de première division, il y a un chrono, il y a le tableau et nous venons juste de lancer la partie. Donc celui qui a le pion noir, dès qu'il tape sur le chrono, celui qui a le pion blanc doit démarrer la partie par son premier jeu, son premier coup. Donc voilà. Vous avez le départ, voilà, il a commencé le jeu. Donc c'est un jeu qui va durer 1h30 par joueur. Un match entre deux joueurs de l'élite du jeu de dames au Bénin. Pour la partie d'exhibition, chaque joueur déplace ses pions sur les cases sombres vers l'avant en sautant par-dessus un pion adverse afin de le choper. La rencontre est assez serrée entre deux joueurs qui s'y connaissent bien. Chacun d'eux veut que son pion atteigne en premier la case finale de l'adversaire et parvenir à faire plus de prises pour sortir vainqueur. Au terme de cette partie de plus d'1 heure, il n'y a pas eu de vainqueur. Les deux joueurs terminent avec une dame de chaque côté et la dame c'est le pion couronné et un pion est couronné lorsqu'il parvient à la case finale de l'adversaire. Donc vous allez constater sur le damier qu'il y a une dame de couleur blanche et une dame de couleur noire et tous les autres pions ont disparu parce que ils ont été chopés par les prises. Les deux joueurs de première division ont fini sur un match nul. Le match nul donne à chaque joueur 1 point. Tout comme ces deux messieurs, le Bénin regorge de plusieurs joueurs du jeu de dames qui ont le statut d'athlètes sportifs. Ce jeu devenu une discipline sportive depuis des décennies et qui dispose même des instances fêtières continentales et internationales est rentré il y a quelques années dans l'arène du sport béninois. À la date d'aujourd'hui,
Le défi majeur de la Fédération béninoise du jeu de dames, qui travaille à sa vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national, reste l'organisation des championnats nationaux pour le compte de la saison 2025. La compétition s'ouvre le 5 septembre et va réunir durant 3 jours les 100 meilleurs joueurs au plan national dans plusieurs catégories. Vous verrez 3 divisions, c'est une grande première. 3 divisions, d'accord, professionnelles. La première division, la deuxième et la troisième division. Il y a eu des championnats départementaux qui ont permis de qualifier, n'est-ce pas, ces joueurs. Et le vendredi, il y aura vraiment une belle fête. Pour le compte de la saison 2025, la phase nationale des championnats nationaux du jeu de dames va réunir 20 joueurs au niveau de la première division, 30 en deuxième division et 50 joueurs au niveau de la troisième division. Une ultime étape décisive, non seulement pour la course aux titres nationaux, mais aussi pour saisir la chance de se retrouver en équipe nationale. Ces championnats vont nous permettre de détecter les meilleurs joueurs du Bénin qui vont désormais représenter notre drapeau national à l'échelle internationale. Voilà. Et à l'issue de ce championnat, il y a des Open aussi qui sont programmés pour lesquels nous espérons, avec le concours donc, de notre ministère de tutelle et de tous nos sponsors, pouvoir avoir des représentants donc, à ces Open-là, ce qui nous donne en fait et donne à nos joueurs de la visibilité et aussi des points pour pouvoir participer aux compétitions, aux autres compétitions d'envergure internationale. Sur la ligne de départ, chacun d'eux aura une chance équitable pour une course saine au Graal. La compétition s'annonce intensive et les joueurs n'auront qu'à capturer le plus de pions adverses possible au cours des différents matchs pour au final espérer se retrouver sur le podium. Voilà donc ainsi à présenter le dossier du jour. Ce matin, une autre fenêtre de sport qui s'ouvre sur celui scolaire, le sport scolaire qui s'invite au menu de sport matin ce jeudi, dès ce vendredi, sinon dès demain, 5 septembre 2025, va s'ouvrir la toute première édition de la Ligue nationale scolaire qui se tiendra du 5 au 12 septembre prochain au stade Omnisport de Goro à Abomey. Il s'agit d'une compétition qui va rassembler les meilleurs talents issus des 2 dernières éditions du championnat national scolaire tout en mettant en lumière la crème de l'élite sportive scolaire repérée dans les 12 départements du pays. Et pour mieux en savoir sur cette nouvelle compétition qui s'inscrit dans la continuité du championnat national scolaire, nous avons avec nous sur ce plateau M. Pamphile Mewanou. Il est le coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives au ministère des Sports. Monsieur Pamphile, bonjour. Bonjour, cher Candide. Il y a quelques semaines, on a assisté au championnat national scolaire, mais dès demain, les classes sportives seront de nouveau en compétition pour le compte d'une initiative. Parlez-nous de cette nouvelle compétition. Oui, cette nouvelle compétition dénommée la Ligue nationale scolaire, c'est une compétition, je dirais, qui nous a été gracieusement fait par le chef de l'État. C'est vrai que nous avions l'ambition, mais c'est suite à la réussite du championnat scolaire organisé dernièrement à Abomey que le président de la République a voulu offrir avant la rentrée une autre compétition à nos jeunes, et cela rentre très bien dans le plan cohérent de détection de formation que nous avons au niveau du ministère des Sports. Vous savez, l'année passée déjà, nous avons pu, au thème des différentes compétitions, nous avons mis en place des sélections départementales. Et depuis le début de cette année, nous avons procédé à des regroupements périodiques de ces sélections, et cette compétition vient à point nommé pour permettre quand même à ces sélections départementales mises en place depuis le début de l'année de s'affronter. Vous savez, comme on le dit souvent, 1000 entraînements ne valent pas un match. Donc c'est véritablement cette occasion que ces sélections maintenant de montrer de quoi elles sont capables après plusieurs regroupements. Et aussi c'est une occasion pour nous d'avoir déjà une idée des éléments que nous pouvons utiliser dans les différentes compétitions africaines scolaires. C'est ça.
Eric, après donc le tournoi national de pétanque initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon pense à une autre compétition en faveur des scolaires. Monsieur Bonfil-Moranou, que faut-il retenir quand on parle de Ligue nationale scolaire? Quelle est la différence entre la Ligue nationale scolaire et le championnat national scolaire? Oui, la différence se situe au niveau des éléments invités. D'abord, quand nous prenons le championnat scolaire, ce sont les établissements qualifiés qui viennent représenter le département. C'est ça. Mais au niveau de la Ligue, maintenant, c'est une sélection départementale, ce qui veut dire que le niveau sera un peu plus élevé. Donc, c'est ce qui fait la différence fondamentale. Championnat scolaire, c'est les équipes qualifiées au niveau des départements qui sont légèrement renforcées par 2 ou 3 éléments. Mais la Ligue nationale, c'est une sélection véritablement départementale. Et elle va réunir les athlètes de quelle catégorie? Parce qu'au cours du championnat national scolaire, on a eu 3 des athlètes de moins de 15 ans. Pour la Ligue nationale scolaire, ce sont des athlètes de quel âge? Convenez avec moi que, étant donné que nous avons des joueurs qui avaient déjà joué le championnat U15 l'année passée et qui sont retenus au niveau de la sélection, certains d'entre eux doivent passer maintenant en U16. C'est ce qui fait qu'au niveau de la Ligue, nous allons jouer avec la catégorie U16 pour permettre aux meilleurs talents de l'année passée de pouvoir s'exprimer. Les athlètes vont compétir dans quelle discipline? Ça sera ce sera le même format que le championnat scolaire parce que nous avons fait des sélections dans 5 disciplines, handball, football, basket, athlétisme et volley. Donc en hommes et dames toujours, c'est le même format qu'on aura, à la seule différence que ce sont maintenant des équipes départemental est beaucoup plus renforcé. On aura donc au programme du football masculin et féminin, du basketball masculin et féminin, du handball masculin et féminin, du volleyball, même scénario. Et aussi en athlétisme, on aura des athlètes, que ce soit garçons ou comme filles, le tout dans une ambiance suivante. 100% jeunesse, 100% performance et pourquoi pas 100% fierté nationale. Comment va se dérouler cette première édition de la Ligue nationale scolaire, cette nouvelle fête nationale du sport scolaire? Oui, comme vous l'avez déjà vu à Plafoué, nous allons essayer quand même d'apporter quelques innovations. Vous savez, le championnat scolaire et la Ligue, ce n'est pas que le sport, il y a aussi la culture souvent à côté. Le village de la Ligue sera encore à Beauvais parce que ça a été beaucoup apprécié à Plafoué où les artistes étaient invités tous les soirs à égayer les populations. La même chose va se répéter. Les commissions techniques feront le nécessaire pour nous sortir également des sélections nationales, ce qui nous aidera facilement à participer aux compétitions africaines. Donc, l'expérience aidant, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour ce qui concerne les dispositions organisationnelles et je peux vous rassurer déjà que tout se passera une fois encore bien par la grâce de Dieu et par le savoir-faire de l'OPSU qui est le bras opérationnel. Qui est le bras opérationnel sous la tutelle du ministère des Sports. Monsieur Bonfil-Moranou, combien d'athlètes sont attendus pour le compte de cette première édition de la Ligue nationale scolaire au stade Omnisport de Goro? Au cours du championnat national scolaire à Plafoué, on a eu plus de 1000 athlètes. Pour le compte de cette nouvelle fête, combien d'athlètes sont-ils attendus? Oui, en termes d'effectifs, ce serait exactement le même effectif parce qu'au football, nous, on aura 18. Au hand, on aura 14, au volley 12, au basket 10 et au niveau de l'athlétisme, c'est souvent 8 par 16. Donc, c'est le même effectif qu'à Plafoué. Donc, les équipes sont déjà habituées à ce format-là. Et il faut rappeler que pour mieux préparer cette sélection départementale, nous avons organisé notre 3e regroupement de sélection qui s'est achevé hier. Donc, c'est par ce dernier regroupement que les experts conviés à cette tâche ont pu sortir et leur équipe qui sera à Abomey. Donc, ils ont eu le temps de s'entraîner durant 3 jours. Question de mieux se connaître et d'assurer la cohésion au niveau des équipes. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Les meilleurs seront à Abomey. Quel est le point qu'on peut faire des préparatifs sur le plan organisationnel en cette veille du coup d'envoi de la compétition?
Oui, tout est en fait près. Déjà, les bus sont partis depuis hier. Les délégations sont attendues aujourd'hui à 16h à Boubé. Oui, oui. Toutes les équipes sont attendues ce soir. Et demain, nous aurons droit à une cérémonie d'ouverture grandiose, comme la dernière fois à Plaqué avec des nouveautés, bien sûr. Il faut le dire, ce serait une cérémonie nocturne comme à Plaqué, afin d'apporter un peu plus de lumière à ce que nous faisons. À ce que nous faisons, surtout de mettre en lumière ces installations sportives, les 22 construites dans plusieurs départements du Bénin, et certaines installations sur lesquelles on retrouve des projecteurs qui peuvent permettre de jouer même dans la nuit. Il faut dire que pour le compte de la journée de demain, qui sera celle de lancement de la compétition, ce sera une journée plus ou moins riche. À 16h, arrivée des délégations. À 17h, il faut dire, Eric, que les différentes délégations, sinon les différents athlètes vont suivre en direct le match des Guépards du Bénin face au Zimbabwe. Ça va être intéressant. Ils vont suivre vivre ce moment depuis la Côte d'Ivoire et apporter le soutien aux Guépards depuis le Bénin. Et bien, à la fin, il y aura la mise en place, le début, bien entendu, de la cérémonie officielle, discours des officiels, la parade des 12 départements qui seront en compétition, et puis la fête pour clôturer la journée de lancement. Monsieur Pamphile-Merano, un mot pour boucler cet entretien. Et oui, mon mot de fin, c'est demander à nos vaillantes populations du Zou, et du Koufo, du Mono et des collines, qui sont les plus proches, de se mobiliser fortement pour qu'on puisse vivre la même ambiance, ou pourquoi pas plus, que ce que nous avons vécu à Plaqué. Et il faut que les populations viennent découvrir ces talents. Et comme je le disais tantôt, c'est un niveau supérieur. Parce que quand on parle de sélection départementale, c'est qu'on a réuni les meilleurs talents du département. Et je pense que c'est l'occasion pour eux de venir voir tout ce qui se fait au niveau du ministère des Sports pour renforcer le sport national. Parce qu'aujourd'hui, en termes de préparation de la relève, je pense que le ministère met les bouchées doubles pour que nos différentes fédérations puissent quand même avoir un vivier sur lequel ils peuvent se baser pour faire de notre nation une nation véritablement sportive. C'est ça, il faut dire que les meilleurs athlètes qui seront issus de cette première édition de la Ligue nationale scolaire, une initiative voulue par le chef de l'État, qui sera bien entendu exécutée par l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire universitaire, sous la houlette du ministère des Sports. Les meilleurs qui seront issus de cette compétition seront ceux qui vont participer à des stages pour, pourquoi pas, représenter dans les tout prochains mois, pourquoi pas dans les toutes prochaines semaines, le Bénin à l'échelle internationale. On a déjà commencé par avoir les tout premiers résultats des classes sportives, notamment en Algérie il y a de cela quelques semaines, où le Bénin a préparé aux premiers Jeux africains scolaires et revenu avec pas mal de breloques raflés. Merci à vous, Monsieur Pamphile-Merano. Vous êtes, je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives au sein du ministère des Sports. Merci d'être passé par ici, partager avec nous, bien entendu, sinon mettre en lumière avec nous cette nouvelle compétition qui va mettre en lumière la crème de l'élite sportive scolaire durant plusieurs jours au stade Omnisport de Goho à Aboumé. Eric, on va s'arrêter ici ce soir. Merci à vous, Candide. Merci au coordonnateur et très bon séjour à vous dans le zoo. Merci beaucoup. Et bien de choses à ces enfants qui vont participer à cette compétition. Allez, quelques rendez-vous justement comme rappel. Je serai avec un acteur politique de la mouvance qui nous vient du département du Borgou. Il est notre invité ce matin. Appréciation et impact sur la vision des jeunes de la désignation de Romia de Wadaï. On en parle dans un instant avec Iran Lola et Legbede. Ensuite, à l'international, ces images ne vous ont peut-être pas échappé. Le grand défilé militaire hors norme de la Chine pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. La Chine de Xi Jinping a émerveillé le monde entier par cette démonstration. Nous avons évoqué ce sujet. Quelle contribution la Chine apporte à la paix dans le monde? Ça va être avec Heribert Labelle Élisée Adjouvi, consultant en relations internationales et président du groupe de réflexion de Sion pour la coopération et le développement sino-africain. On se retrouve dans un instant.
Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission Ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Retour sur le plateau d'Adieu Matin, eh bien, je vous l'avais annoncé, la mouvance présidentielle est alignée derrière son candidat. C'est le sentiment qui se dégage depuis l'annonce de la désignation de Romed Wardani comme candidat. Et pour justement évoquer ce sujet, je suis avec notre invité qui, avec nous, va apprécier et aussi évoquer l'impact de la vision, justement, des jeunes sur cette désignation de Romed Wardani, justement, comme candidat de la mouvance. Allez, monsieur Iran Lola Eligbede, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes acteur politique, membre de la mouvance dans le département du Borgou. Bien sûr, merci. Allez, dites-nous, en tant que jeune acteur politique, justement, et membre de la mouvance, comment percevez-vous la désignation de Romed Wardani comme potentiel candidat? C'est une désignation qui vient à point nommé. C'est une désignation qui provoque la jeunesse. Dans la mesure où cette désignation nous envoie un signal fort. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse constitue le poumon de l'économie d'une nation. Et pour toutes les fois, la jeunesse a réclamé le pouvoir, a réclamé une place de choix. Et cette fois-ci, je pense que les leaders de la mouvance présidentielle ont trouvé juste de nous proposer le monsieur Wardani. Et selon vous, quel est l'impact de cette désignation sur la mobilisation et l'engagement des jeunes, par exemple, dans votre région? Oui. Vous savez, l'impact de cette mobilisation pour accompagner cette désignation va se voir sur 2 angles. D'accord? Le premier angle, si cette désignation de la jeunesse et apporter cette charge de la République,
et si c'est une désignation pour présenter une nouvelle vision de la gestion de l'État, une nouvelle stratégie pour le développement, d'accord, de la jeunesse, pour le développement de l'économie, pour le développement de l'entrepreneuriat. Et quand cette désignation et cette mobilisation va se percevoir, et sur ce temps, je pense que ça serait une réussite. Mais si si on va percevoir cette désignation, ou bien on va présenter cette désignation sur le prolongement des acquis, non, pas le prolongement des acquis, mais plutôt le prolongement de l'action passée, et cela va émietter beaucoup plus la mobilisation dans le Borgou. Justement, en parlant du Borgou, c'est la 8e circonscription électorale, l'une des plus difficiles en termes de force politique en présence. Alors, est-ce qu'avec cette candidature, est-ce que la mouvance aura plus de facilité à rallier les électeurs? Bien sûr, la mouvance a le jeu, a le contrôle du jeu. A le contrôle du jeu dans la mesure où la jeunesse à qui on a tendu la main, la jeunesse, elle est prête. Si elle est prête, si au niveau suprême déjà, on a choisi un jeune. Et au niveau décentralisé, au niveau communal, d'accord, au niveau départemental, que la jeunesse soit placée à des positions sensibles. Regardez un peu les différentes élections, d'accord, et législatives passées, où les mêmes personnes reviennent à la tête, d'accord, à la tête des listes, à la tête des listes, d'accord. Ça a donné quoi? Si nous prenons l'exemple pour les élections de 2023, d'accord, où la tête de liste au niveau de Parakou a donné seulement un seul candidat, d'accord, alors que le suffrage exprimé exprimé à Parakou faisait 60 quelques mille. Le BR a eu seulement 10 000. Perret, par contre, a présenté un suffrage de 40 000. Non, c'est Tchao qui a présenté un suffrage de 40 000. Et à ce niveau, le candidat BR a obtenu 9 000 et quelques. Au niveau de Perret et Ndali, le suffrage le nombre inscrit faisait 25 000 et BR a obtenu 8 500. N'eût été les résultats de Tchaourou, de Perret, de Ndali, BR n'aura pas de députés. Alors, pourquoi continuer tout le temps à nous présenter les mêmes personnes? Pourquoi continuer à tout le temps mettre le point, le leader sur Parakou? D'accord? Il est temps maintenant que cela soit une table tournante. Vous comprenez un peu? Pour donner confiance à ceux des autres communes, de voir que non, nous aussi, cette fois-ci, nous sommes positionnés, nous ne sommes pas en 4e position, nous ne sommes pas en 2e position, nous sommes en première position. Vous voyez un peu comment la jeunesse va percevoir cela? Parce que lorsque nous sommes derrière un mouvement donné, le leader pour qui nous travaillons se dit, bon, il est même en 4e position. Hein. Tout compte fait, on travaille, c'est toujours Parakou qui prend. Mais il faut que cette situation soit déconstruite pour impacter, d'accord, et la mobilisation pour les élections présidentielles, les élections
législatives comme ça. Alors, j'entends par là qu'il faut vraiment changer de stratégie Oui. dans votre circonscription Oui. électorale. C'est-à-dire que si par le passé, on a toujours fait focus sur Paracou, c'est qu'il faut aller chercher voir dans les communes de Pereret, de Tiaro, de Ndali. Et ce faisant, vous pensez que ça va marcher? Mais je pense que ça va marcher. D'abord, Paracou soit les leaders, d'accord? Les leaders de Paracou entretiennent des divergences. Et vous allez voir, à chaque fois et à la veille des élections, ces leaders se retrouvent, d'accord, pour présenter une union. Mais c'est une union de face. C'est une union circonstancielle. Donc pour vous, cette réconciliation, puisque nous avons vu les images entre Rachid Godamansi, Charles Tokor, Adambi, elle n'est pas profonde? Non, non. Toucher la base. Cette réconciliation est une réconciliation pointée. Allez, on va finir avec une dernière question, justement, toujours dans votre circonscription électorale. Comment entrevoyez-vous cette bataille, en tout cas pour la présidentielle dans la 8e, avec cette candidature de Romuald Wadayi? Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un rendez-vous. La jeunesse n'a pas droit à manquer à ce rendez-vous. La jeunesse, homme comme femme, et nous devons nous mobiliser, nous devons nous donner tous les moyens. Et tous les moyens pour l'avoir, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de la mouvance qui va nous donner ces moyens. Nous devons travailler pour déconstruire, d'accord, et certaines images, d'accord, qu'on projette sur M. Wadayi. M. Wadayi, c'est un homme de qualité. C'est un jeune de qualité qu'on nous a donné. Là, sa rigueur dans la gestion étatique, sa rigueur auprès du président Talon a prouvé, a donné beaucoup de résultats. Sinon, le président Talon, vous le connaissez, c'est un monsieur simple, mais beaucoup de caractère. Lorsque vous n'avez pas de caractère, il vous serait difficile de vous rapprocher de lui. Donc, le choix sur le ministre Wadayi, c'est un choix intéressé. Et nous allons travailler pour le porter haut et fort. Et pour que, déjà dans les élections législatives, d'accord, que la mouvance obtienne, d'accord, de bons résultats pour pouvoir obtenir un bon résultat également aux élections présidentielles. Merci à vous, Monsieur Iran Lola Ilegbedi. Vous êtes acteur politique, justement, membre de la mouvance dans le département du Borgou. Merci d'être passé ce petit matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon retour à Paracou. Bien des choses au passage à toutes ces personnes qui nous regardent depuis Paracou. Allez, très bonne journée à vous. Et Merci beaucoup à vous. Actu Matin se poursuit. Nous allons parler à présent relations internationales avec notre invité.
Retour sur le plateau d'Actu Matin, nous sommes à l'international à présent. Vous voyez bien ces images, peut-être que vous les avez sans doute regardées. Le grand défilé hors norme justement de la Chine pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. La Chine de Xi Jinping a émerveillé le monde entier par cette démonstration de force qui n'est pas du goût de la Maison-Blanche. On va y revenir dans un instant. Mais derrière cette grande célébration, quelle contribution la Chine apporte à la paix et dans le monde? Pour en parler, je suis avec Heribert Labelle Elisa Diovi, consultant en relations internationales et président du groupe de réflexion de Xi'an pour la coopération et le développement sino-africain. Monsieur Heribert Labelle Elisa Diovi, bonjour. Bonjour Eric Edénon. Merci d'être notre invité sur Actu Matin. Le plaisir est partagé. Eh bien, on va évoquer ce sujet. Je suis sûr que vous avez observé ce grand défilé, justement. Qu'est-ce que cela vous inspire d'abord? Qu'est-ce que Xi Jinping veut démontrer à travers ce défilé militaire? Mais la première chose, c'est que, comme j'en parlais encore hier avec un de nos compatriotes, autant au-delà des pays occidentaux, l'Afrique a payé un prix cher pour que le monde connaisse la paix et la sécurité internationale, notamment à travers les 2 guerres mondiales. Il n'y a pas eu que l'Occident. Autant aujourd'hui, on comprend davantage qu'un pays comme la Chine a payé un prix lourd pour la paix et la sécurité internationale. On parle de pas moins de entre 20 et 30 millions de personnes. Et quand on va plus loin, on se rend bien compte qu'avant même le déclenchement de la guerre entre 39 et 45, que déjà en 1931, alors la Chine et le Japon étaient déjà en situation de confrontation, et précisément dans la période 37 à 45. Et donc on peut noter près de 14 ans de guerre consécutive entre le Japon et la Chine, une guerre d'occupation. Donc la Chine a payé un prix lourd pour qu'il y ait une certaine paix et une certaine stabilité mondiale. Deuxièmement, il faut reconnaître que la contribution de la Chine pour une paix mondiale est également à noter, puisque nous allons certainement on va évoquer cet aspect. Alors pour vous, donc c'est tout ceci qui mérite une telle célébration? Mais c'est que la Chine a payé. Mais c'est très important que l'on sache qu'au-delà des pays occidentaux, il y a les pays africains, il y a la Russie, mais la Chine est le 2e pays dans le monde à payer un prix lourd pour que la Seconde Guerre mondiale puisse cesser. Et si il n'y avait pas la Chine, comme pourrait le dire Franklin Roosevelt, on aurait pu assister à une autre situation, puisque la guerre la présence chinoise, c'est-à-dire le conflit qui s'est déroulé en Chine, a fait que près de la moitié de la marine japonaise était bloquée en Chine. Sinon elle pouvait évoluer vers l'Australie, vers l'Inde et aussi vers le Moyen-Orient pour faire une jonction avec l'Allemagne, et là ça aurait pu créer une situation plus catastrophique au niveau de l'Union soviétique. Et en quoi la mémoire de cette lutte nourrit-elle encore le discours, ou je dirais la diplomatie de la Chine contemporaine? Mais c'est rappeler que pendant 14 ans consécutivement, il y a eu un véritable conflit avec près de 20 à 30 millions de morts, près de 100 millions de déplacés. Figurez-vous qu'il faut préserver coûte que coûte la paix et la sécurité internationale. Et pour cela, la Chine engage près de 50 000 troupes, soldats du moins, dans les opérations de paix à travers le monde, et 2700 policiers. Vous imaginez, c'est très important, c'est le plus grand contributeur en troupes pour les Nations Unies. C'est très important de le rappeler parce que cela également est le reflet de la culture et de la civilisation chinoise. Il est très important de se développer, mais pas se développer seul, se développer avec les autres. Et donc, la Chine se positionne comme une puissance pas agressive, défensive, mais prête également
à défendre ses intérêts et défendre les intérêts des pays, en difficulté, notamment les pays en développement. Mais quand on scrute ces images, au-delà de ce symbolisme que vous évoquez, il y a quand même bien, je dirais, pour la Chine, une façon de montrer qu'elle est là, qu'elle peut s'imposer à travers ce défilé. Parce que voilà, on a vu la réaction de la Maison-Blanche aussi. Oui, mais c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui la Chine se positionne en tant que le plus grand pays en développement dans le monde, se positionne comme le pays qui veut unifier notamment tous les pays en développement et faire en sorte que le Sud global puisse être entendu. Parce que si nous avons eu les différentes guerres mondiales, c'est cette volonté affichée, excusez du peu, de la part des puissances occidentales de pouvoir faire un arrimage régulier entre développement et agression des autres. Non, on peut se développer tout en continuant d'avoir des relations pacifiques avec les autres. Donc la Chine veut, ensemble avec les autres pays du Sud global, construire un développement harmonisé, mais surtout également montrer que nous ne voulons pas être les premiers à attaquer, mais si on nous attaque, nous sommes prêts à nous défendre. Donc c'est aussi une démonstration de force et c'est tout à fait normal que de la part de l'Occident et notamment de Washington, que cela ne soit pas vu d'un bon œil. C'est de bonne guerre. Mais quand on retrace l'histoire, on se rend bien compte que la Chine a été toujours du bon côté de l'histoire. Alors je vous cite la réaction de Donald Trump, justement, qui estime que Xi Jinping conspire contre les États-Unis avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Vous êtes de cet avis ? Non, je ne peux pas être de cet avis à partir du moment où, quand on retrace l'histoire, la contribution de la Russie, le pays qui a perdu de plus de soldats et de civils dans cette guerre, la contribution de la Chine, deuxième pays à perdre plus de soldats et de civils, cette contribution est importante. Et donc, évidemment, on fait le constat aujourd'hui que l'unilatéralisme occidental nous a amenés dans le gouffre. Et s'il n'y avait pas, parce que l'histoire est têtue, quand on prend les rapports avec l'Afrique, s'il n'y avait pas, par exemple, la contribution d'un pays comme la Chine, et tout cela structuré avec le forum sur la coopération sino-africaine à partir de 2000, avec le premier sommet en 2006, qu'on serait dans une situation catastrophique parce que lorsque les intérêts des pays occidentaux sont engagés, ils sont capables de tout délaisser et de résoudre leurs problèmes là où ça les profite. Et vous avez bien constaté qu'après après l'effondrement du mur de Berlin en 89 et la dislocation du bloc soviétique en 91, les pays occidentaux se sont beaucoup plus orientés vers l'Europe de l'Est, parce que là, il y avait des affaires à faire. Pendant ce temps, l'Afrique a été délaissée. Il a fallu un pays comme la Chine, rappelons-le, pour continuer de coopérer avec l'Afrique dans le respect mutuel, sans ingérence extérieure. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que il faut un monde multipolaire. Tout le monde peut coopérer ensemble et nous avons besoin de cette solidarité-là internationale, ce qu'appellerait la communauté de destin partagé pour l'humanité, dont parle très souvent le président Xi Jinping, et c'est très important. Alors, en termes de contribution à la paix, quelles sont, selon vous, les principales contributions de la Chine aux efforts de paix dans le monde ces dernières années? Oui, déjà, la Chine est le premier pays contributeur des troupes aux Nations Unies, avec plus de 50 000 soldats déployés, 2700 policiers dans 20 pays où il y a des situations de conflit, depuis une trentaine d'années, il faut le préciser. En dehors de ça,
maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est également travailler pour le développement harmonisé des nations. Et dans ce sens-là, la proposition chinoise relative à la ceinture et la route, qui aujourd'hui implique près de 150 pays et organisations internationales, cela montre que la Chine va dans le sens de faire en sorte que il y ait dans le domaine des infrastructures, que ce soit routières, portuaires, aériennes, et également dans le domaine des infrastructures de la santé, même du numérique et également de l'économie verte, des propositions qui permettent vraiment de se développer ensemble, parce que la Chine n'oublie pas qu'au début des années 70, elle était encore un pays agricole et qu'aujourd'hui est devenu un pays, en tout cas le plus grand pays en développement, et qui a connu, grâce aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication, de grands progrès pour devenir aujourd'hui la deuxième économie mondiale, avec l'ambition de devenir en 2049, lorsqu'il sera question de célébrer le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, la première économie mondiale. La paix et la sécurité internationale, c'est également le développement. Et dans ce sens, l'initiative La ceinture et la route est une initiative importante et qui aide à vraiment se développer ensemble. Au-delà de cela, toujours dans le sens de faire en sorte d'éviter des conflits mondiaux, il y a également les 3 propositions qui ont été faites par le président Xi Jinping, à savoir la proposition pour un développement global de l'humanité, la proposition pour une sécurité globale de l'humanité, sans oublier également la proposition pour une civilisation globale, parce que seul on ne peut pas être intelligent. Toutes les civilisations se valent, en tout cas se complètent, et nous sommes dans un village planétaire, il faut travailler ensemble pour la paix et la sécurité internationale. Et j'ajouterais également la nécessité, et ça la Chine martèle cela, pour construire un avenir, pour construire la construction d'un avenir partagé pour l'humanité. Il est très important également que l'Afrique soit de plus en plus impliquée dans les instances de décision, donc notamment que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou dans les organisations internationales. Cela est très important. Et également, la Chine travaille à ce que l'Afrique soit positionnée aux côtés des BRICS, qu'il y ait des représentants africains qui soient là, en tout cas partout où il est question de décider de l'avenir du monde, que l'Afrique, qui a quand même le plus grand nombre de pays en développement et berceau de l'humanité, que l'Afrique soit présente. Et nous savons aussi que dans sa politique étrangère, la Chine a érigé en principe sa politique de non-ingérence dans les affaires des autres États. Oui, non seulement... C'est une posture, en tout cas, qui amène la Chine à rester concentrée sur ses intérêts. Oui, déjà que c'est le seul grand pays au monde qui a inscrit dans sa constitution et dans la constitution du Parti communiste chinois qu'il faut qu'il y ait toujours cet esprit de développement pacifique. Le développement pacifique, parce qu'on peut se développer en étant en bon rapport avec les autres acteurs de la société internationale. On n'est pas obligé, comme l'Occident, pour se développer, d'affronter les autres, d'être toujours dans une position de guerre. Allez. On va finir avec une dernière question. Enfin, selon vous, quel est le message que la Chine adresse justement à tous les peuples, notamment le continent africain, dans ce contexte commémoratif tourné vers l'avenir? Ah mais c'est la Chine montre et tient à marteler qu'elle a payé un prix lourd lors notamment de la Seconde Guerre mondiale, et qu'avant même que cette guerre ne soit déclenchée, avec le Japon, il y a eu un véritable conflit, et qu'après l'Union soviétique, elle a payé un prix lourd, première chose. Deuxième chose, et on ne le dit pas souvent, si la Chine n'était pas intervenue, il y aurait eu plus de catastrophes, parce que la guerre pourrait s'étendre
à l'Australie, à l'Inde, au Moyen-Orient. Et là, s'il y avait vraiment une jonction entre les forces japonaises et allemandes, on pourrait se demander ce qui allait se passer avec l'Union soviétique et les autres. La Chine tient également à montrer que pour préserver la paix et la sécurité internationale, il est très important alors d'instaurer une nouvelle gouvernance mondiale. Et vous avez vu lors du dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a eu lieu dernièrement en Chine, et Xi Jinping a également proposé l'initiative de la gouvernance mondiale qui consiste à ce qu'il y ait vraiment de négociations régulières ou de compréhension mutuelle entre les États. On n'est pas obligé d'imposer un modèle aux autres. Il va falloir que chacun respecte l'autre. C'est très important. En restant dans la coopération. Oui, on peut coopérer tout en ayant son propre modèle. Et j'en aurais fini en disant que cela doit nous inspirer en tant qu'Africains, parce que le premier problème que nous avons, c'est que à ce jour, nous avons une architecture politico-administrative qui ne répond pas à nos réalités propres. Nous avons notre manière de nous comporter, de gérer nos cités avant que le colon ne vienne, excusez du peu. Et il va falloir que nous recherchions alors dans notre histoire comment construire nos nations. Tant que nous n'allons pas le faire, ce ne serait pas une bonne chose. Dernier mot, peut-être pour finir. Rapidement, quand on parle de ce que la Chine a fait pour la paix et la sécurité internationale, et notamment pour la fin du second conflit mondial, il ne faut pas oublier le rôle majeur joué par le Parti communiste chinois, parce que s'il n'y avait pas le Parti communiste chinois pour rassembler les Chinois avec eux-mêmes, on n'aurait pas eu également ce résultat. Il faut que, lorsque nous poursuivons la paix et la sécurité internationale, il faut que nous sachions que c'est d'abord également une histoire de développement harmonieux. Il faut faire en sorte que le peuple soit privilégié et que les intérêts personnels soient mis de côté. Et on ne peut pas construire le monde tout seul. On doit être en solidarité. Merci à vous. Monsieur Heribert Abel Élisée Adjovi. En tout cas, dans justement la célébration de cet événement, l'ambassadeur de Chine au Bénin a aussi délivré un message. Il appelle à défendre la paix et à renforcer l'amitié sino-béninoise. L'ambassadeur a souligné que l'histoire constitue le meilleur manuel scolaire. Il convient d'en tirer les enseignements pour éviter la répétition des tragédies du passé. Merci d'être passé ce matin justement pour évoquer ce sujet avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Eric. On aura l'occasion encore d'aborder d'autres sujets. Merci. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Florence Bossa dans la rubrique Actu sur le net. Après le succès éclatant du colloque d'Abidjan tenu en juin 2025, qu'a permis sur Cotonou. La commission de l'UEMOA, en partenariat avec la plateforme des médias de l'UEMOA, organise du 15 au 19 septembre 2025 à Cotonou un atelier régional de renforcement de capacités dédié aux journalistes économiques des États membres. Objectif, mieux comprendre les politiques communautaires, maîtriser les indicateurs économiques, suivre les grands chantiers de l'Union et approfondir les enjeux de la gouvernance et de l'intégration économique sous-régionale. Plus qu'une session de formation, cette rencontre est une occasion de réseautage, de découverte et de tourisme. Cap sur Cotonou pour des journalistes économiques mieux outillés et une information économique de qualité. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour chers amis téléspectateurs. Avec vous, on s'intéresse aux avis des internautes sur différents sujets sur les réseaux sociaux. Exactement Eric, et l'équipe d'Actu sur le net de cette semaine s'est intéressée aux différentes réactions des internautes suite à la candidature
du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï. En plus de cela, nous sommes préoccupés des avis des internautes, toujours sur la déclaration du président du Conseil économique et social qui a fait objet de grands débats sur la toile cette semaine. Une déclaration que je cite: « Désormais, c'est fini au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme simplement parce qu'elle est allée voir dehors. » Nous avons combiné les avis des internautes dans cet élément. La mouvance présidentielle a désigné ce dimanche 31 août 2025 à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, Romuald Ouadaï, comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Ce choix suscite admiration et enthousiasme sur les réseaux sociaux. Dans un extrait vidéo, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, félicite ce choix. Pour lui, le choix pourra permettre de continuer le travail qu'a commencé Patrice Talon avec le nouveau ministre de l'économie et des finances qui a trouvé les ressources ayant permis de moderniser le pays. Avec joie et encouragement et surtout en dehors de Biochane, il paraissait le plus qualifié pour poursuivre l'œuvre de Talon, a fait savoir l'ancien président de la République du Bénin. Le président de l'UP Le Renouveau a réagi à la désignation du ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération comme candidat. Il a présenté comme le candidat de l'UP Le Renouveau la majorité présidentielle. Il invite les Béninois à mouiller le maillot pour préserver les acquis et rendre irréversible le développement. Dans une lettre datée du 2 septembre 2025, le député de l'opposition à l'Assemblée nationale, Léon Basila Rossi, a exprimé son enthousiasme et sa satisfaction suite à l'annonce de la candidature de Romuald Ouadaï à l'élection présidentielle. Le parlementaire a officialisé son soutien à l'actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Dans la foulée, le maire de la ville de Cotonou, dans une publication sur Facebook, adresse ses plus sincères félicitations à Romuald Ouadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, affirmant qu'il est son candidat et le candidat de leur famille politique à l'élection présidentielle de 2026. Il en appelle à un large rassemblement autour de la candidature de ce serviteur de la nation, reconnu pour sa compétence, son expérience et son énergie pour la cause du développement du pays. Réaction de Rachidi Badamassi. Selon lui, la candidature du technocrate transcende tous les clivages politiques. Il incarne l'unité nationale. Il a présenté comme un homme au parcours académique d'excellence et à la parfaite connaissance des enjeux politiques, économiques et sociaux, estimant que son profil fait de l'homme le candidat idéal pour rassembler la nation. Pour l'artiste chanteuse togolaise Almok, en soutenant le choix du ministre comme candidat à sa succession, le chef de l'État fait un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l'avenir. C'est là le geste d'un homme d'État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation. L'autre sujet qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux cette semaine est celle relative à une vidéo dans laquelle le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, déclare ceci. C'est fini désormais au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme parce qu'elle est allée simplement voir au dehors. Le CES va passer dans tous les départements du Bénin pour qu'on en parle. Cette déclaration suscite de vives réactions sur le cyberespace. Les réactions sont diverses dans les rangs des internautes. Ce message n'est pas un appel à encourager l'infidélité. Personne ne dit que voir dehors est acceptable. Frapper une femme n'a jamais été une valeur africaine. Dans nos traditions, la femme est une gardienne de la vie, de la famille et de la continuité du clan. Et lever la main sur elle, c'est trahir notre identité et détruire le socle de nos valeurs, selon Myriam Kapouchichi.
L'affirmation peut être comprise de plusieurs façons selon le contexte, la sensibilité de celui qui l'entend et les réalités sociales au Bénin. Le Conseil économique et social mènerait une campagne de sensibilisation pour faire comprendre qu'aucune violence conjugale n'est tolérable ni justifiable. Il est bon de protéger la femme dans toutes ses dimensions, mais protéger jusqu'à bafouer l'éthique conjugale qui rime avec les valeurs africaines ne devrait pas être tolérable. Les femmes méritent d'être protégées, pense ce Facebooker. Au Bénin, aucune raison, quelles que soient les circonstances, les raisons ou les torts, ne justifie qu'un homme porte la main sur une femme. Pire, sa femme. La violence, c'est un délit. L'affirmation peut être comprise comme une victoire pour les droits des femmes. La société reconnaît enfin que leur corps et leur dignité ne peuvent plus être exposés à la brutalité masculine, même dans un contexte de conflit conjugal. C'est une manière de dire que le Bénin se modernise dans la lutte contre les violences basées sur le genre, a écrit ce Facebooker. Cette semaine sur la toile. Cette déclaration du président du CES, Conrad Baguidi, justement, on a remarqué que les internautes se sont prononcés sur cette déclaration. Mais vous, Florence Bossa, que dites-vous des propos du président du CES ? Moi, je pense que le président du CES a parfaitement raison. Quand ta femme te trompe, tu as deux choix. Soit tu la mets au dehors, soit tu acceptes son infidélité et vous restez ensemble dans le foyer. Dans le cas contraire, tu n'as pas le droit de la battre ou bien de la faire lire la litanie des saints de ta famille, Eric. Ça va être votre avis. Allez, on va passer aux vidéos de cette semaine ? Oui, en parcourant la toile, il a été possible de choisir quelques-unes de ces vidéos qu'on va regarder ensemble. Alors dis-moi, comment appelle-t-on quelqu'un qui écoute la radio? Regardez ce qui va se passer ici. C'est le radiateur. Le radiateur. La Bible dit, ne frappe pas la femme. La loi dit, ne frappe pas la femme. Mais la femme dit, si t'es garçon, faut me frapper. Vraiment, comment on fait pour comprendre celle-là? Tu as reçu le transfert d'argent que je t'ai fait là? Bon, écoute-moi bien. Et puis tu vas départager l'argent là. Tu donnes 10 000 francs à ton petit frère. 20 000 francs à ta tante. 35 000 francs, c'est pour payer la facture. Toi, tu mets feu dans l'argent toujours. Le reste là, tu gardes pour toi-même. Kasongo yeye mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeye kasongo. Oui, allô? Allô, monsieur. Excusez-moi, je me suis trompé pour faire un dépôt de 150 000. Si vous pouvez me ramener ça tout de suite là sur ce numéro-là, ça m'arrange. Bon, ça va vous arranger, mais est-ce que moi, ça va m'arranger? Ça vous arrange pas? Ok. Si vous ne voulez pas envoyer là, c'est que vous allez nous retrouver à minuit au cimetière pour le rituel. Ah, mais si c'est ça, c'est pas un problème. C'est dans quel cimetière? Cimetière de Villasville. Ok, donc à tout à l'heure pour le rituel. Bon, ramenez 10 000. Eric as-tu su le net pour le compte de cette semaine? C'était l'essentiel à retenir. Merci à vous, Florence. On se retrouve jeudi prochain. À Timaté se poursuit. On va installer le forum de discussion.
Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Ulrich Gaba, bonjour. Eh bien, vous le savez, la mouvance présidentielle est déjà mobilisée derrière son candidat depuis la nouvelle de sa désignation. C'est le sentiment qui se dégage des premières réactions des grandes formations politiques de la mouvance. Alors, ce matin, la question qu'on se pose, c'est le candidat de la mouvance est connu. Qu'en est-il de l'opposition? On aurait bien aimé poser cette question aux membres de l'opposition, au président du Parti Les Démocrates, aux députés, aux membres, aux militants. Mais je pense que la mouvance a son agenda, l'opposition également a son agenda. On ne pourra pas dire que parce que la mouvance a désigné son candidat, il faut se précipiter pour, de l'autre côté également, désigner un candidat. C'est une question interne au Parti Les Démocrates et peut-être à la FCBE qui est également partie de l'opposition et tous les autres partis qui sont autour du Parti Les Démocrates. Ce que je sais, c'est que en leur sein, il y a que on veut, selon mes informations, on veut passer par exemple par les primaires. C'est-à-dire qu'on donne la latitude à tous ceux qui ont envie d'être candidats de déposer les dossiers et en son temps, on va éplucher ces dossiers-là pour voir celui qui peut porter le mieux le flambeau de l'opposition pour l'élection présidentielle. Donc tout le monde attend, mais si entre-temps l'opposition attendait en tout cas le déclic au niveau de la mouvance, c'est qu'aujourd'hui l'opposition est servie et donc doit également, puisque la population attend, doit également faire en sorte que nous ayons le candidat dans les prochaines semaines, les prochains jours, pour essayer de savoir qui, au niveau de l'opposition, doit aller défendre les couleurs de cette entité politique-là. Et pour moi, c'est que les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de désigner un candidat pour la présidentielle, ça ne va pas épargner l'opposition. C'est des moments assez cruciaux pour les partis politiques, pour les formations, les grands ensembles. Et vu que nous sommes entrés dans une nouvelle ère à cause de la réforme du système partisan, ça va être encore plus compliqué que par le passé, parce qu'on voudra que les choses se fassent un peu dans le rassemblement, que tout le monde ait la possibilité de candidater. Mais avant cela, vous avez vu déjà que certains membres de l'opposition ont manifesté leur désir. Nouroudine Saka Saleh, le jeune député Kamel Ouassangari n'a jamais cessé de le dire. S'il faut se présenter, je pourrais également me présenter. Il n'a jamais cessé de le dire. Donc il y a déjà des ambitions au sein du parti, de l'opposition. Reste à savoir comment tout cela va être géré. Est-ce qu'ils pourront trouver la bonne formule pour essayer d'écarter certains, pour des critères, pour essayer d'éliminer des gens et pour choisir le seul qui doit être consensuel. C'est là la grosse équation. Ulrich Gaba, je reprends l'expression de Franck Arnaud. Alors, si l'opposition attendait justement le choix de la mouvance, elle est désormais servie depuis le week-end dernier. Ouais. Effectivement, l'opposition est servie depuis le week-end dernier. Il n'y a pas que l'opposition, c'est tout le peuple béninois qui est servi depuis le week-end dernier. Et vous savez, aujourd'hui, quand on regarde un peu les forces de l'opposition, on sent qu'elles sont éprouvées. Éprouvées en ce sens qu'il fut un temps où Patrice Talon a plusieurs fois répété qu'il ne sortirait le nom de son candidat qu'à la dernière minute. Un bon stratège, il n'a pas attendu la dernière minute. Il a sorti le nom de son candidat alors que personne ne s'y attendait. C'est une manière à la fois stratégique de sortir le nom, mais aussi en même temps de brouiller tout ce qui se faisait au niveau du camp d'en face. Parce que, quelque part, ceux de l'opposition se disaient, nous allons sonder un peu le terrain, voir qui serait de l'autre côté. Et il faut aussi avouer que, quelque part, l'opposition comptait un peu sur cette désorganisation, cette implosion qui s'observe habituellement quand le choix est fait. Et on l'a vu sous Mathieu Kérékou avec l'UBF, où plusieurs dauphins se sont autoproclamés dauphin, bien évidemment, successeur du général Mathieu Kérékou, même s'il n'a pas officiellement donné un nom. On a vu le même cas
d'implosion du parti de la mouvance avec la FCBE sous l'ancien président Boni Yayi, qui à un moment donné, lui, a officiellement choisi, a donné le nom de son dauphin, de son successeur. On a vu également ce que ça a créé. Donc, tout le monde s'attendait à ce que, dès que Patrice Talon choisira quelqu'un, il y aura des tumultes, il y aura des dissensions, il y aura des polémiques. Malheureusement, on n'a pas eu tout ceci. C'est pour ça que je parlais de choix stratégiques à un moment assez déterminant, dont l'opposition, qui déjà avait l'obligation de choisir un candidat, à un moment donné, se retrouve encore plus éprouvé face à un candidat qui donne des critères, qui présente des critères en haussant assez haut la barre. Donc ça veut dire qu'à ce niveau déjà, un choix doit être fait, mais un choix qui doit véritablement incarner l'image de l'opposition, parce que c'est le moment pour l'opposition de donner vie, de donner corps à une image qui doit refléter justement ce que le peuple qui véritablement soutient l'opposition, cette frange de la population qui soutient l'opposition, acceptera comme image réelle du corps. Cela veut dire que déjà, on doit donner un nom qui non seulement rassemble les forces de l'opposition, mais un nom aussi à travers lequel les populations qui soutiennent, cette frange de la population qui soutient l'opposition peut se retrouver. Donc, le choix sera assez délicat. C'est vrai qu'il y a des noms qui circulent déjà. Franck a déjà cité quelques noms, je ne veux pas revenir dessus. Il y a des noms qui circulent. Mais le plus important ici maintenant, c'est que l'opposition va se retrouver face à son propre destin. Entre-temps, nous avons entendu parler des primaires qui vont véritablement définir celui qui sera porté en tant que candidat de l'opposition. Mais est-ce que nous irons vers ce critère comme on l'a dit, puisque dans la mouvance aussi on l'avait entendu. On avait entendu parler des primaires au niveau de la mouvance, mais à la fin, on n'a plus eu ces primaires. On a eu juste un candidat qui a été imposé, mais accepté de façon unanime. On a vu le BR qui l'a accepté, l'UPR qui l'a accepté. La Moël Béné et autres, tout ça, qui sont en train de suivre aussi la marche. Donc, la mouvance est en train de se plier autour de ce candidat. Est-ce que le candidat de l'opposition bénéficiera également de cette unanimité? Ça reste une grande interrogation. Alors, Franck Arnon, vous avez évoqué quelques noms du côté des démocrates, Noureddine Saka-Saleh, Éric Mbete aussi, Achade Noureddine, enfin, Nourenou aussi. Alors, dites-nous, avec le choix de la mouvance qui est présenté, pas par nous, en tout cas par les acteurs de la mouvance comme étant le meilleur choix, le choix de compétences et tout ce que vous connaissez comme adjectif, de quelle marge de manœuvre dispose l'opposition? Je veux croire que du côté de l'opposition, il y a également des compétences. Lorsque vous évoquez certains noms, Éric Mbete, ce n'est pas un petit morceau de la politique dans notre pays. Noureddine Achade, il a de l'expérience. Noureddine Saka-Saleh, un jeune pétri d'expérience également, qui a servi aux côtés de Abdoulaye Biotchane pendant des années, et qui a fait également l'opposition pendant plusieurs années. Et donc, d'autres également à l'intérieur. Je connais également le professeur Nathanaël Kitty, par exemple, qui est un cadre, il est universitaire. Donc, les compétences au niveau de l'opposition, ça ne manque pas. Le plus gros problème de l'opposition, comme l'a dit Ulrich, d'abord, on s'attendait à ce que ça se fasse dans la brouille au niveau de la mouvance pour qu'on puisse surfer là-dessus. Ça n'a pas été le cas. On s'attendait à ce que peut-être qu'il y ait des velléités de s'éterniser au pouvoir du côté de Talon pour qu'on puisse surfer là-dessus. Il n'y en a pas. Du coup, l'opposition est un peu désarmée. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que l'opposition au Bénin ne surfe que sur les défaillances de la mouvance et on attend toujours qu'il y ait des défaillances. La façon dont le candidat Romain Wadaï a été choisi, on ne peut pas dire qu'il a fait à 100% l'unanimité, mais ce qui est sûr, le nom est sorti et aujourd'hui toute la mouvance veut se mettre derrière cet homme-là. C'est déjà un bon acquis. Les problèmes en interne, on peut les régler dans les discussions, dans les échanges. Mais du côté de l'opposition, on doit, en tout cas l'équation reste encore tout entière. Il faut maintenant trouver le bon bout, que ce soit les primaires et tout. Il y aura peut-être de petits bruits et tout. On doit pouvoir sortir un candidat, c'est le plus important. Et un candidat
qui doit contrer Romuald Wadaï sur le plan de la compétence, qui doit contrer Wadaï sur le plan de l'image que ce candidat-là doit dégager, qui doit contrer Wadaï sur le plan disons, du savoir politique et tout. Donc il faut un candidat de taille, et c'est là toute la question aujourd'hui. Maintenant, les ambitions sont vraiment grandes là-bas. On a cité des noms, Nouroudine Sakassale, on a cité Eric Moulete, Nourenou Achade, Kamel Wassangari, Nathanaël Kiti. Ils sont pleins à vouloir briguer la magistrature suprême. Comment Boni Yahi va régler tout cela? Est-ce que Boni Yahi également n'adoube pas parmi eux quelqu'un de précis, où on ira chercher quelqu'un qui n'a pas été trop patif au niveau du parti Les Démocrates pour faire le consensus autour de lui? Donc plusieurs interrogations ici en instance, et je me demande bien quelle sera la thérapie, la position que Boni Yahi va utiliser pour concilier toutes les positions, parce qu'il a fait une erreur fatale en 2016. Zissou qu'il a apporté, ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu chercher au sein de sa famille politique. Ça a payé cash, et on a vu ce que ça. Ils ont été lamentablement battus par en tout cas ceux qui recherchaient le pouvoir, le président Patrice Talon. Donc cette fois-ci, il doit pouvoir être très prudent, marcher un peu comme sur des œufs pour ne pas créer encore l'explosion, les dissensions profondes au niveau du parti. Chigaba. Oui. Je vais rebondir sur la dernière partie de Franck qui résume tout ce qui se passe actuellement. Vous savez, l'ancien président de la République, Boni Yahi, est aujourd'hui face à son destin. Il est en train de recomposer pour une deuxième fois à un examen auquel il a eu à échouer. En 2016, on l'a vu positionner un candidat, affirmer avec clarté que c'est son dauphin. Il a battu campagne pour lui, il était à ses côtés, et il a constaté que ce monsieur n'a pas été véritablement pris en compte par ne serait-ce que les membres de son propre camp. Et ça a donné le résultat que vous connaissez. C'était le parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir a perdu les élections face au candidat du président qui était au pouvoir, partant, dont vous comprenez que ça a été carrément une erreur de sa part, et il a compris. Est-ce qu'il a tiré véritablement la leçon de ce qu'il a eu, de son échec de 2016? C'est maintenant que nous le saurons, parce qu'il va falloir qu'à travers son choix, qu'il définisse ou qu'il fasse ressortir la personne charismatique. C'est là que tout va se jouer. Est-ce qu'il pourra donner le nom qui fait? C'est vrai qu'un nom ne fera jamais l'unanimité à 100%, mais est-ce qu'il sortira le nom qui pourra quand même rassembler le maximum des éléments de son propre camp, et rassembler aussi le maximum des populations qui soit ne se retrouvent pas avec la mouvance aujourd'hui, ou qui sont avec l'opposition et qui veulent se repositionner? En fait, le vrai challenge est à ce niveau. Il va falloir trouver l'homme providentiel, l'homme qui incarne cette vertu, ou du moins cette image de l'opposition, mais qui en même temps pourra faire face à toutes les compétences du camp d'en face, parce que déjà on a le camp d'en face, à travers Romuald Wadaï, a mis la barre assez haute en termes de compétences. Il va falloir trouver également cette personne qui pourra véritablement faire face à ces compétences-là, mais qui en même temps inspire un certain charisme politique. Donc vous voyez, la barre est assez haute, et c'est la raison pour laquelle je dis, en 2016, il avait la latitude de véritablement choisir en son sein, mais il est allé choisir un candidat qui n'était pas du tout dans son camp. Donc c'est quelqu'un qui est venu, c'est un halogène qu'on a choisi, et ça a créé une dissension en son propre sein. Est-ce qu'il fera la même erreur en allant choisir une autre personne qui n'était pas véritablement connue au bataillon du Parti Les Démocrates, ou est-ce que c'est au sein des démocrates qu'il va choisir, alors que déjà il y a une guerre sourde qui se mène avec beaucoup de rivalité à l'interne des démocrates? Qu'est-ce qui va se passer? J'ose bien croire que quand ils sont venus chercher leur formulaire de parrainage, ensemble, cette image de synergie d'action qu'ils ont montré au public, qu'ils ont montré à la population, j'ose bien croire qu'ils
montreront également cette même image de synergie d'action quand le providentiel, le charismatique candidat sera désigné. Mais dans une vidéo, Yaya Boni a rassuré que sa formation politique, justement, prendra la mesure de la situation et fera en sorte que les choses se déroulent bien pour le choix de leur candidat. Ça reste des mots. Ça reste des mots tout simplement parce que Yaya Boni aujourd'hui, c'est vrai, il est venu à la tête du Parti Les Démocrates et il est en train de conduire la troupe avec une certaine sérénité depuis. Mais vous voyez, avec l'acte posé par le député Léon Basile Arrossi, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Ça veut dire que il y avait des problèmes, de petits problèmes qu'on couvrait à l'intérieur du Parti Les Démocrates. Ça pose déjà un problème, par exemple, pour ce parti qui doit aller battre campagne dans la région de Léon Basile Arrossi. Il dit, je remets mon parrainage, mais je soutiens le candidat Romuald Wada, je lui apporte mon soutien. Ça fait déjà un problème. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres comme Léon Basile Arrossi, mais qui aujourd'hui n'ont peut-être pas le courage de le dire à visage découvert? Ce sont des points d'interrogation. Vous pensez que l'acte de Basile s'est fait preuve de courage? Non, j'ai pas. Enfin, le fait qu'il ait dit ça, c'est fait preuve de courage parce que vous avez fait l'opposition pendant tout ce temps-là et aujourd'hui, vous sortez pour dire, vous soutenez. Il aurait pu le faire en sourdine, mais il a dit publiquement. Donc, moi, je pense que Boni Yayi, il va rassurer, c'est normal, nous sommes en politique, les militants ont besoin d'écouter des propos d'assurance et ils ne pouvaient pas en être autrement que de sortir pour dire nous allons faire ci, nous allons. Mais face à cela, il y a l'évidence. L'évidence, c'est que vous faites face à un candidat qui sera soutenu par une grosse machine, les moyens seront au rendez-vous. Et en face, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vont vouloir, qui veulent briguer ce fauteuil-là. Et je me demande si la poigne avec laquelle Patrice Talon a conduit le processus pour sortir le nom de Romuald Wada, est-ce que l'on va permettre tout cela à Boni Yayi, vu son erreur passée? On sait que il voudra lui désigner celui qu'il veut, mais personne ne lui permettra cela. Moi, j'ai échangé avec un député qui m'a dit que personne ne lui n'acceptera cette démarche-là de Boni Yayi. Ça veut dire qu'on l'attend de pied ferme. Si jamais il dit c'est telle personne que je vais choisir pour ça va carburer, ça ne va pas être bon du tout pour le parti Les Démocrates. Et je crois que ça va être compliqué en tout cas pour l'opposition, la désignation d'un candidat. En tout cas, nous attendons d'ici peut-être quelques jours, pourquoi pas ce week-end aussi, que nous soyons surpris, par le choix du candidat puisqu'il y a du Parti Les Démocrates pour pouvoir officialiser son candidat. Donc, qu'on le veuille ou non, les démocrates finiront par se plier à l'exercice. Ils finiront par donner le nom du providentiel candidat. Allez. Seulement, il faut dire une chose. On va finir quand le message est passé, quand on a écouté l'ancien président de la République, Boni Yayi, on sait que ce n'est que pure communication politique. Il ne peut que rassurer, il ne peut qu'être rassurant face à un peuple qui attend beaucoup de l'opposition. Parce que c'est ça justement la vitalité de la démocratie. Non, opposant, oui, mais pas ennemi. Donc, le plus important déjà, c'est de pouvoir rassurer le peuple qui attend beaucoup de cette opposition, parce que l'opposition permet à la mouvance de rectifier, de corriger, d'améliorer sa gouvernance. Donc, a priori, que l'opposition veuille bien nous définir, nous désigner cette personne charismatique qui va nous permettre d'avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Et pendant ce temps, le candidat de la mouvance, Romuald Wada, poursuit sa tournée après le bloc républicain, l'Union progressiste, le renouveau. Je pense qu'il est attendu ce jeudi au siège de Mouel Bénin. Donc nous allons tourner nos yeux, nos regards vers le siège de Mouel Bénin pour voir comment ça va se passer aussi. Peut-être demain, on revient pour décrypter peut-être comment ça va se passer cette visite. Allez, à ce matin de ce jeudi, Stop F1 à 10h, c'est la rediffusion de votre émission à 11h plus tôt. Il faut continuer. Et puis à midi, l'équipe de Gidadi, le plein de midi, à 13h, le journal de la rédaction. Portez-vous bien et à très bientôt. Juste après nous, c'est la revue de presse.